Hello et bienvenue dans le podcast des guerrières pacifiées, l'espace où les femmes brillantes, courageuses et ambitieuses choisissent d'unir puissance, réussite et paix intérieure. Je suis Anna, fondatrice d'Harmonia, une communauté de plus de 80 000 femmes engagées sur la voie de la conscience et de la réussite incarnée. Dans cette aventure, je suis accompagnée d'Andy, ancienne athlète professionnelle et serial entrepreneur. Ensemble, nous explorons ce qu'est la véritable réussite, celle qui ne se mesure pas qu'aux accomplissements, mais à la qualité de présence, d'amour et de clarté qu'on y met. Ici, pas de faux semblants, seulement des conversations vraies, puissantes et vivantes pour réconcilier ambition et sérénité. Bienvenue chez les guerrières pacifiées, le mouvement des femmes qui osent incarner tout à la fois, force, réussite et paix intérieure. Hello et bienvenue à ce nouvel épisode podcast d'Harmonia, aujourd'hui en présence d'Andy, lors duquel on va te parler d'une compétence fondamentale qui change ta vie, qui change toutes tes relations, quelles qu'elles soient, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes employés. Peu importe, c'est une compétence avec laquelle on est, en fait, qui fait partie de nous, de notre nature, littéralement, de notre DNA, de notre nature innée, mais de laquelle on se déconnecte au fur et à mesure des années. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait y revenir, parce qu'elle fait partie de nous. Par contre, ça requiert de l'investissement, du dévouement, voilà, parce que souvent il y a le mental qui vient interférer et c'est essentiellement lui qui nous coupe de cette compétence fondamentale. Et ce mental, eh bien, on a tellement appris à l'entraîner, à le mettre au premier plan, à l'idolâtrer qu'il nous coupe en fait de cette magie. Je dirais même qu'au-delà d'une compétence, c'est une manière d'être innée. Parce que ce dont on va vous parler ne requiert absolument rien. Il n'y a pas besoin de faire. Et dans une société qui est basée sur le faire, évidemment, ça devient très complexe pour certains et pour la plupart d'accepter le simple concept que votre puissance, votre magnétisme peuvent se développer en ne faisant rien. Mais si vous regardez, si vous observez attentivement ce qui se passe autour de vous, et je suis certain que vous l'avez déjà tous vécu, au moins une fois vous avez été en présence d'un bébé ou d'un enfant bas âge. Au moins une fois, vous avez été en présence d'un animal où plusieurs personnes étaient autour de cet animal et en fait tout le monde était un peu gaga du bébé ou de l'animal. Et pourtant, est-ce que le bébé faisait quelque chose avec un but précis pour que tout le monde soit complètement attiré par lui? Est-ce que le chien, le chat, le cheval, le dauphin ou le singe avaient un plan, une stratégie précise pour attirer les regards vers lui? Absolument pas. Mais alors, pourquoi est-ce que, de façon, je dirais quasiment instinctive, la plupart d'entre nous sont attirés par cette énergie de l'enfant en bas âge, du bébé ou des animaux? Et preuve en est que si vous regardez l'audience des vidéos sur les réseaux sociaux, les vidéos qui marchent le mieux en règle générale, ce sont les vidéos d'animaux et les vidéos de bébés. Donc on y revient, même à travers les vidéos. Qu'est-ce qui fait alors que ces enfants qui ne font rien pour nous attirer, ces animaux, sont aussi magnétiques et nous attirent avec une telle force? Combien de fois ne vous pas passer dans la rue et
vous ne voyez pas un humain, mais par contre, vous êtes attiré et votre tête se tourne, vous allez regarder un chien qui passe. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé, en tout cas la plupart d'entre vous. La grande différence entre l'humain que vous n'avez pas vu et le chien qui vous a naturellement attiré, c'est l'état de présence. Les enfants en bas âge, les bébés, sont présents pleinement. Ils ne sont pas encore pris dans les croyances, dans les je dois, dans les il faut, dans la peur du jugement, dans le besoin de reconnaissance, de performance, dans les jeux mentaux et les peurs. Ils sont là. Ils ne se posent pas la question de est-ce que ça va embêter quelqu'un si je fais caca là dans mon pampers, c'est que ça sent alors que tout le monde est en train de manger. Ils ne se posent pas ce genre de questions, non, ils sont là présents. Et c'est exactement la même chose pour les animaux. Et c'est ce qui les rend si magnétiques. Ils sont purs. Ce sont comme des lumières dans la nuit. Et cette énergie-là nous fait tellement défaut à la plupart d'entre nous, cette pleine présence, que la plupart d'entre nous sont avides de pouvoir se connecter à cette énergie. Et donc, dès qu'on est en présence d'un être comme ça qui est dans cette présence, ce qu'on appelle en anglais la stillness, vraiment le calme, cet état apaisé de je suis là, comme certains aussi grands maîtres, grands sages, guérisseurs, gourous, certains gourous au bon, je veux dire le gourou comme on le voit en Inde, c'est-à-dire pas le gourou, le mot gourou comme il a été occidentalisé et qui peut avoir une connotation très péjorative, voire négative. Je parle vraiment du terme qui vient d'Inde. Et ces gens-là, si vous regardez Amma par exemple, elle n'a besoin de rien faire. Et pourtant, elle attire des milliers, voire des millions de personnes. C'est sa présence, son état de présence qui fait qu'elle est magnétique. Tu as dit une phrase qui a vraiment résonné en moi et qui résume super bien cet état de présence quand tu as parlé du maître, on va dire, du gardien avec son chien qui marche dans la rue et les têtes qui se tournent vers le chien et pas forcément vers le maître. C'est que le chien, il n'essaye pas de faire quelque chose, il n'essaye pas de paraître, il ne force rien. Et nous, souvent, et je me reconnais aussi là-dedans, mais pendant combien d'années, je me suis pas mis une pression de dingue, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel, pour être quelqu'un. Mais du coup, quand on se met la pression pour être quelqu'un, parfois on dit des choses, on fait des choses qui ne sont au final pas très alignées ou pas très authentiques. Et c'est ça que quand on parle aujourd'hui de personnes authentiques, d'authenticité, en gros, pour moi, ça veut dire ça. Ça veut dire, ce sont des personnes qui juste sont pleinement elles-mêmes, qui s'assument pleinement et qui sont pas en train de réfléchir à, comme tu disais, oui, mais si je dis ça, est-ce que ça va être mal pris? Si je fais ça comme ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Et est-ce que c'est pas trop si je machin. En fait, on se prend la tête, comme je disais, ce mental, cette mentalisation à laquelle on a été entraîné, nous coupe de notre état, de cette pleine présence, de cette pureté, de cette authenticité, de cette ouverture du cœur. Et quand on pense à des personnes qui nous inspirent parce elles ont cette pureté, elles sont dans cette simplicité, elles sont si enjouées et spontanées, c'est parce qu'il n'y a pas justement tous ces filtres du mental. Et c'est exactement ce qu'il n'y a pas chez les enfants, chez les animaux. Et ces êtres-là sont aussi dans une ouverture du corps et du cœur et du coup dans ce rayonnement dont tu parlais, ce magnétisme qui est incroyable en fait, qui rayonne. Tu parles de briller, c'est vraiment ça, on s'allume comme un phare et on commence à rayonner et les têtes se tournent de manière
naturel dans le sens où sans effort. Et le plus on est dans l'effort, dans le je pousse, je force, je contrôle, je performe et je me prends la tête en fait parce que à l'arrière, en arrière-pensée, j'ai un objectif ou que je veux que ça et ça se passe comme ça. Et ben en plus on éteint, on se coupe de ça, de notre magnétisme et de notre nature innée. Par rapport à l'authenticité, il y a aussi, ça peut être un gros piège, spécialement aujourd'hui où je pense que l'authenticité est un courant qui est exploité à même titre que beaucoup d'autres choses pour faire des vues, pour vendre. Et donc on se pose la question, comment est-ce que je peux être plus authentique? Et je crois qu'à partir du moment où on se pose la question, comment est-ce que je peux être plus authentique, on a déjà un risque. Je ne dis pas que c'est d'office comme ça, mais on a déjà un risque de se perdre et de commencer à jouer un autre rôle pour essayer d'être authentique. Quand on a simplement à être sans attente, sans vouloir performer, attirer plus de vues ou de contrats ou peu importe ce que pourraient être les attentes. Et je vais vous raconter une brève histoire maintenant qui s'est passée il y a quelque temps et qui illustre ce pouvoir de la présence et l'impact que ça peut avoir. Et c'était un jour, un dimanche matin, il faisait magnifique et le soleil commençait à se lever, on le sentait sur la peau et l'air était vraiment pur, le ciel était bleu azur, on voyait l'océan pas très loin. Et j'avais un entraînement que je voulais réaliser de trail et c'était un entraînement assez conséquent avec beaucoup de dénivelé positif pour ceux qui connaissent le trail. Et donc en fait cet entraînement consistait à monter et descendre des vieux escaliers en pierre, donc au-dessus d'une bonne grosse colline où il y avait une chapelle qui est pas très loin de chez nous. Et donc mon entraînement consistait à monter, descendre en courant, en enchaînant énormément de dénivelé. Et donc ce sont des entraînements qui sont très physiques. Et ce jour matin là, j'ai l'envie, je demande à Anna pour voir si elle veut venir avec moi. Et je la motive un petit peu. Puis elle me dit, bon, ok, ça va, je vais venir avec toi. Et l'idée n'est pas que j'avais besoin d'un support. Dans ma tête, c'était surtout, ça va lui faire du bien, elle va marcher, elle va prendre le soleil, et comme ça, après, on commence tous les deux bien notre journée, et plutôt que d'aller marcher tout seul dans son coin, ben, il y a une belle balade là, ça fait longtemps qu'on n'y a plus été tous les deux, on va y aller tous les deux, et puis après, on ira se balader, on ira à l'océan. Et on part là tous les deux. Elle part de son côté, on arrive dans cet endroit magnifique, très sauvage. Elle part de son côté faire sa balade et moi je commence mon entraînement. Et au fil du temps qui passe, parce que c'est un entraînement qui est assez long, je monte, je descends, je monte, je descends, je la croise 2 fois. C'était des boucles, donc C'était des on se boucles. croisait. Et puis à un moment, je remarque, quand je monte les escaliers, qui font plusieurs centaines de mètres, je remarque qu'elle est assise sur un vieux petit banc en pierre, juste à côté de l'escalier. Et je la remarque à peine parce que je suis tellement en fait concentré sur ma respiration, sur ma foulée, sur comment mes muscles s'activent, est-ce que je travaille sur ma pointe des pieds. Donc vous voyez, je suis dans la pleine présence de ma course, de mon corps. Et je la remarque à peine. Puis je continue en fait à monter. J'arrive à la chapelle, je redescends, elle est toujours là. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui me frappe, mais d'une façon limpide. Je ressens une joie, c'est quelque chose qui ne peut pas être réfléchi, c'est quelque chose qu'on ressent au plus profond. Je ressens une joie, une motivation, un drive, une énergie ultra puissante en moi. Je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe pour que je ressente ça comme ça? Et je fais le rapprochement que en fait, c'est sa présence qui me drive. C'est sa présence qui me motive. C'est sa présence qui me rend joyeux.
malgré la difficulté, malgré que je suis super essoufflé, que je sens chaque muscle, mes mollets, mes cuisses, mes fesses qui tirent, qui poussent, je sens une énergie de dingue à l'intérieur de moi. Et là, je réalise à quel point sa présence m'est bénéfique. Et je commence à méditer aussi là-dessus. Parce qu'évidemment, jusque-là, il n'y a rien de bien neuf sous le soleil. Ok, oui, la présence, ok, c'est chouette, de l'encouragement, mais non. C'est pas comme si elle m'avait applaudi. C'est pas comme si elle me regardait en me disant « Ouais, vas-y, tu peux le faire ». Elle ne levait même pas les yeux quand je passais. Je ne sais même pas si elle me voyait. Elle était occupée à faire ce qu'elle faisait. Elle faisait peut-être sa méditation ou des respirations, ou juste elle était en train de rêver avec le paysage. Mais elle ne cherchait pas à faire. Elle était simplement. Elle ne cherchait pas à être. Elle était. Et parce qu'elle était, sans rien faire, sa simple présence me permettait de ressentir quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de moi. Une énergie tellement puissante. Et je dirais que c'est pour ça qu'on considère, et après des années d'expérience, qu'on est capable de dire que c'est fort probablement, pour moi en tout cas, j'en suis convaincu, même si ça paraît complètement fou pour notre raison, la compétence numéro 1 pour pouvoir être heureux, changer de vie, avoir des relations extraordinaires, attirer tout ce que vous voulez à vous. Et impacter aussi positivement les autres, je dirais. On vit dans une société qui court sans cesse, où le grind et le hustle sont, je veux dire, c'est glorifié. C'est glorifié en fait. C'est glorifié de courir. C'est glorifié d'avoir un agenda qui est super chargé. C'est glorifié de pouvoir se dire non mais je suis stressé parce que tu sais là on ne saurait pas se voir avant 2 mois, tu sais. Je suis overbooké. Là, je suis overbooké. non mais là tous les week-ends non ça va pas aller. Et je suis certain qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Et si en fait je n'ai pas grand-chose dans mon agenda pendant une semaine, et je suis gêné de dire que ah ben non, en fait non, je suis simplement relax. J'ai un agenda qui est vide. J'ai pas de rendez-vous. Ça, c'est vrai que comment est-ce que voilà, si tu t'imagines un agenda comme ça, qu'est-ce que ça provoque en toi aussi, du coup? C'est parce que souvent ça peut créer du stress. Ça peut venir comme remettre en question notre identité, notre personne, notre valeur, parce qu'on associe tellement le faire, le fait d'être surbooké, d'avoir un agenda bien rempli, de courir dans tous les sens, comme à notre valeur personnelle. Oui, à notre valeur. À ce que je fais, et ça, c'est un gros souci. Et je crois que c'est un des problèmes majeurs dans cette société. On confond le faire et c'est une confusion, un chaos total. Parce que nous confondons ce que nous faisons avec notre valeur personnelle. Et je me reconnais tellement là-dedans, parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie, en fait, dans cette confusion-là, je mérite seulement si je fais. Au plus je fais, au plus je serai méritante. Mais qu'est-ce que ça amène, en fait, indirectement? Ça veut dire que si je ne fais pas suffisamment, je ne mérite pas, et que ce qui était mon cas, je suis quand même vachement enclin à m'essouffler. Voilà, moi j'ai clairement fait un énorme épuisement, parce que derrière cet épuisement, il y avait tout le temps ce drive qui était en fait la peur de ne pas être assez, de ne pas avoir de valeur. Et c'est tellement nocif, et ça nous coupe de notre propre magie, qui est bien au-delà en fait de cette course effrénée. On a tous des
des cadeaux, des gifts, des compétences, des choses uniques à apporter dans ce monde de par juste la personne que nous sommes de naissance en fait. Et c'est là où ça rejoint voilà, les bébés, les petits-enfants. On est ce bébé, on est ce petit-enfant, on est né comme ça. Mais après, on s'en est déconnecté. Et revenir à ça, ça nous donne tellement de puissance. Et moi, une fois que je me suis aussi reconnectée, je me suis en fait redonné la permission, l'autorisation de commencer à moins être dans ce faire, de en fait prendre conscience des moments où je retombais là-dedans, où je tombais dans cette agitation, dans un état d'agitation interne et après qui se traduisait par un état d'agitation externe où eh bien je me mettais à que sais-je, ça peut être faire le ménage, je commençais à m'agiter ou dans mon travail, je commençais à parce qu'il y avait ce malaise intérieur quand ça n'allait pas suffisamment vite ou qu'il n'y avait pas suffisamment de choses, eh bien, je devais remplir ce vide en commençant à faire. Et peut-être que vous vous reconnaissez. Et le tout, c'est de prendre conscience de quand cette agitation-là vient à la surface et de ce moment de bascule de genre, oh, je me jette en fait dans ce projet, dans cette activité, dans ce truc. Mais ça vient d'une énergie qui n'est pas constructive en fait et qui ne nous aide pas à nous épanouir et qui nous coupe fondamentalement aussi du lien avec l'autre. Moi, ça m'a coupé d'Andy parce que j'étais de nouveau dans le overworking et je ne voyais plus que ça. J'étais obnubilée, tellement stressée en fait par mon espèce de to-do qui n'en était pas vraiment une parce que c'était pas réellement des choses qui allaient faire changer la donne. Alors que si j'étais plus présente, si je prenais plus le temps, notamment de me poser, de contempler, de méditer, et que de cet espace-là, alors je prenais des décisions, je faisais des choix et je me mettais en action, mais mon Dieu, mais j'aurais gagné un temps fou en fait, dans le sens où l'impact de ces actions aurait été tellement plus puissant. La plupart des décisions qui sont prises dans l'agitation, cette agitation qui vient de la peur, sont des décisions qui sont très peu fiables. Je ne vais pas dire que ce sont des mauvaises décisions parce que je ne crois pas en des bonnes et des mauvaises décisions. Il y a des décisions et puis on avise avec le résultat qui est provoqué avec ces décisions. On apprend. Mais en tout cas, d'un point de vue de moi, mon expérience, je me suis rendu compte que les rares fois où j'ai pris des décisions dans l'excitation, c'était la peur. C'était la peur et c'était des décisions qui après je me disais, c'est pas la meilleure décision que j'aurais pu prendre. C'était pas la décision la plus bénéfique pour moi. Alors que quand je prends des décisions, et j'ai eu la chance de fonctionner comme ça depuis bien longtemps, je pense que c'est quelque chose qui est assez inné chez moi, que je ne me suis pas déconnecté de cette essence. Bien que ça ne fasse aucun sens, bien souvent pour ma raison et mon mental, bien que je pourrais très rapidement partir dans l'agitation, j'ai cette faculté de rester ultra ancré et de prendre des décisions qui ne font pas de sens, limite pour quasiment tous les gens qui m'entourent, mais parce que quand je suis dans cet état de paix intérieure profond, j'ai la capacité de voir des choses que la majorité des gens ne peuvent pas percevoir. Non pas parce que je suis un génie ou parce que je suis plus affûté, non. C'est simplement que cette paix intérieure dissipe le brouillard. Cette paix intérieure dissipe la confusion. Et aujourd'hui, et cette confusion est voulue, et il suffit de regarder les médias et de regarder tout ce qui se passe et la façon dont les choses sont, l'information est distribuée pour se rendre compte que c'est délibérément voulu de plonger
les gens et d'inviter les gens dans la confusion mentale euh, par toutes sortes de moyens dont je ne rentrerai pas ici en détail, mais je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez déjà une conscience assez affûtée et que vous vous rendez bien compte que et ce qui se passe dans la plupart des médias et euh, la nourriture qu'on peut trouver dans la majorité des endroits, toutes ces choses, qu'il s'agisse de nourriture spirituelle, mentale ou physique, énergétique également, euh, n'aident pas à ne pas être confus. Alors pourquoi? Parce que quelqu'un qui est confus ne sait pas perdre sa puissance. À partir du moment où je vis dans la peur, je vis dans la confusion et que je manque d'ancrage, je perds énormément de puissance. Et du coup, je suis plus malléable, je suis moins stable. Et mes perceptions sont moindres. Ça ne veut pas dire que vos perceptions ne sont pas là. Ça veut dire que c'est exactement, je veux dire, les capacités de votre voiture sont les mêmes qu'il fasse ciel bleu, sec, superbe autoroute, ou que vous soyez dans des routes de montagne sinueuses avec beaucoup de brouillard. Les capacités de votre voiture sont les mêmes. Donc vos capacités sont les mêmes. Est-ce que ça veut dire que vous allez rouler à la même vitesse? Est-ce que vous allez pouvoir déployer la même puissance quand vous êtes sur des petits chemins de montagne qui neigent et qu'il y a du brouillard? Bien sûr que non. Et c'est ce qui se passe pour nous quand on manque de cette présence, qu'on manque de cet ancrage. On perd tellement notre puissance, on perd tellement... En fait, c'est comme si on mettait un couvercle sur nos possibilités, sur notre potentiel, sur nos capacités à percevoir les choses, à ressentir, et toutes ces informations que nous percevons, que nous collectons, nous servent à prendre des décisions, à être créatifs, à dépasser nos peurs. Parce que vous allez me dire, ok, c'est chouette, Andy, je développe ma puissance et je suis présent, mais à quoi bon? Je peux vous dire que quand vous êtes solidement ancré, vous avez beaucoup moins peur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas peur, mais votre capacité à dépasser la peur, à aller au-delà, parce que vous arrivez à voir des choses que la majorité des gens n'arrivent pas à voir. Et qui des fois fait que soit ça les subjugue et ça les attire parce que vous êtes complètement magnétique, soit ça les trigger, ça les active et qu'elles ont envie de comme il y a plusieurs de tes clientes qui te disent ça dans nos espaces, de te dévisser la tête. Pourquoi? Parce que en fait vous vous êtes capable de percevoir, comme tu dis, de voir au-delà de ces voiles, de l'illusion, d'entendre en fait, de ressentir au-delà des mots qui sortent de la bouche des gens et de dévoiler aussi les bullshit stories, les histoires, les mensonges qu'ils se racontent. Et c'est là où c'est hyper puissant. Et pour moi, c'est ça, un bon coach, un bon mentor. Il est là pour ça, en fait, pour faire miroir, pour ramener les clients dans leur vérité, sur leur chemin, pas pour dire comment faire ou quoi faire. Non, pour les aider à trouver leur propre réponse. Mais pour ça, il faut lever ce voile. Et la meilleure manière de le faire, c'est en se connectant à sa propre pleine présence, sa propre puissance, parce que c'est un espace qui produit des miracles. Et où on reprend notre juste place aussi. Et que ce soit dans ce cadre-là, on va dire, ou dans un cadre professionnel, avec vos employés ou vos collaborateurs, mais que ce soit aussi dans un cadre personnel, dans le sens où quand, par exemple, vous êtes face à votre enfant ou à votre conjoint et que
vous avez qu'une envie, c'est de donner un conseil ou qu'en fait à l'intérieur vous jugez, donc que vous êtes dans cet espace où le mental prend le dessus, ça n'a pas du tout le même impact que si vous êtes présent dans cet espace, dans cette énergie d'amour, d'ouverture, de bienveillance, et que déjà, avant toute chose, vous accueillez ce que la personne en face de vous dit. Vous accueillez, vous entendez, vous écoutez ce que votre enfant vous dit, vous livre ce que votre conjoint peut-être vous livre, plutôt que de vouloir tout de suite sauter sur l'occasion. C'est une force inouïe. Et que ce soit dans votre famille, on est amené à négocier en permanence avec tout le monde. Et dans la négociation, je ne parle pas de négociation d'affaires uniquement, mais pensez-y un instant, combien de fois par jour est-ce que vous ne négociez pas avec vos enfants? Non, vous êtes au magasin, je voudrais ça, papa, je voudrais acheter ça. Vous êtes là, ouais, mais écoute, non, c'est de la négociation avec votre conjoint. On va où au restaurant? Et c'est toujours de la négociation. Et en affaires, bien sûr. Quand vous êtes dans cette position de stabilité, de calme, de paix intérieure, la négociation est tellement plus évidente, plus agréable et plus puissante. Et ça m'est arrivé à de multiples reprises, mais je me souviens particulièrement d'une fois où j'étais en négociation avec un gros animateur, une grosse société d'événements à Monaco. Et eux, en fait, cherchaient à avoir un certain type de spectacle. Et moi, je sentais bien que ce qu'il me demandait, ce que lui avait en tête, ne correspondait pas réellement à ce qu'il voulait. Mais il n'était pas capable de l'exprimer. Mais j'étais tellement présent encore une fois et j'aurais pu m'exciter parce que waouh, c'est une société de Monaco et waouh, on va avoir un show. C'est une opportunité et sauter tout de suite sur cette première idée. Tout de suite en fait sur ce que lui me demandait parce que je lui aurais vendu tout de suite. Tout de suite. Mais avec ma présence, j'ai réussi à décoder et à passer un moment avec cet homme d'affaires. Et à un moment, la négociation a complètement tourné et je lui ai présenté d'autres choses. Et il se fait qu'à la fin de l'appel, j'avais vendu 3 fois plus que ce que ce monsieur voulait acheter à la base. Et pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Bien sûr, il y a le fait que je m'intéresse à cette personne et que je sois profondément connecté, que j'ai à cœur d'avoir le meilleur de ses intérêts pour les choses qu'il devait mettre en place, mais aussi et surtout le fait que je sois profondément ancré dans mes convictions et que je n'ai pas peur de perdre un contrat. J'allais dire, te détacher du résultat. Ouais. Je n'ai pas peur de perdre une opportunité. Je fais ce qui est à mon sens, ce que je ressens juste au moment où je le fais. Et c'est ça qui provoque une immense différence. Et quand vous êtes dans cet état-là, et je l'ai encore vécu il n'y a pas longtemps avec du patrimoine immobilier, où tout le monde autour de moi s'agitait, parce qu'on était plusieurs partenaires, et encore une fois, c'était comme si j'étais là le pilier qui ancrait le drapeau, et ça ne faisait pas vraiment de sens pour ma raison non plus, mais je n'ai pas laissé ma raison prendre le dessus. J'ai laissé mes sensations prendre le dessus. Et à chaque fois que j'ai fait ça, que ce soit humainement, de façon privée, que ce soit de façon professionnelle, et c'est comme ça que je vis, je dirais plutôt qu'à chaque fois que je dévie de cette façon d'être, je vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas de façon optimale et qu'il m'arrive des choses qui sont moins chouettes. Mais à chaque fois que je laisse mes sensations me guider et que je garde cette profonde présence, je vois, je contemple
tous les jours des miracles. Donc, de façon très pragmatique, comment peut-on en arriver à améliorer? Comment est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre présence? Parce que c'est aussi très simple. Alors, beaucoup pensent que parce que je vais méditer ou parce que je vais faire du breathwork, je vais être plus présent. Mais ce que j'ai constaté pour beaucoup, c'est que la plupart du temps, et je suis passé par là aussi, c'est comme une case dans une to-do list. Ok, j'ai médité. Ok, alors je suis présent. Mais L'état de après, le reste de présence, la c'est journée. tous les jours. Oui. Exactement, l'état de présence, c'est tous les jours. C'est quand vous faites la queue au supermarché. C'est quand vous êtes dans un embouteillage. Ah, c'est surtout, j'ai envie de dire, quand ça devient compliqué, qu'il y a de la C'est friction, quand qu'il y a vous rentrez de chez la vous et que vos frustration, enfants sont tout excités. qu'il y a de la fatigue, qu'il y a du trop-plein. Et donc, la première des choses, encore une fois, et je sais à quel point vous avez de la bonne volonté, et que c'est ok, mais je vais faire du breathwork, je vais méditer. Mais quand ça reste du faire, et en l'occurrence pour beaucoup, méditer ou breathwork, ou que sais-je, toutes sortes de pratiques rituelles, c'est du faire. Alors que la présence n'implique pas du faire. Elle implique avant tout, rappelez-vous, au début de ce podcast, on a parlé du bébé, de l'animal, elle implique de l'être. Et donc, si moi j'ai une chose que je pourrais humblement vous inviter à faire, c'est avant toute chose de vous reconnecter à vos sens. À chaque instant, ou chaque fois que vous y pensez, peut-être que vous êtes dans l'embouteillage de dans votre voiture, et tiens, qu'est-ce que je ressens? Ah, je sais pas, si je ne ressens rien ou je suis en colère, tiens, et si je respire un coup? Et si je relâchais mes épaules? Ah oui, oh, effectivement, je n'avais même pas conscience que c'était tendu. Et ouf, je relâche mes épaules. Je détends un petit peu plus mon corps. Ces micro, en fait, ça commence par pour moi, des micro-moments et des micro-ajustements, que ce soit au niveau de notre corps, de notre posture. La présence, ça implique un état de relâchement et de détente. On ne peut pas être présent quand on est déjà de base tendu, euh, agité et stressé. Donc, ouais, quand vous êtes dans l'embouteillage, j'aime bien cet exemple. Juste une respiration ou devant l'ordinateur et que vous sentez que la pression monte, qu'il y a cette agitation qui naît à l'intérieur de vous, cette nervosité qui commence à monter. Et j'irai plus loin que ça. Je dirais que si même vous êtes tendu, si même vous sentez que vous avez des muscles tendus, soyez présent à ces muscles tendus. N'essayez pas de faire, Oui, de changer faire cet état. disparaître, de contrôler en fait. Soyez présent à ces muscles tendus. Si vous avez mal, si vous êtes en colère, soyez présent à tout ça. Déjà développer la simple conscience que c'est là. Ressentez ces choses. Et qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là chez nous? Parce que si on ne sait pas développer la conscience de ce qui est là chez nous, ce qui se passe en nous, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau énergétique, mental, comment est-ce qu'on peut développer cette présence face à l'autre? Le plus on est capable de se lire nous, de se comprendre nous, de se décoder nous, le plus on est capable de lire, de scanner, de ressentir aussi l'autre qui est en face de nous. Donc, allez marcher en nature, posez-vous sur la plage, allez au parc, marchez, ralentissez. Ralentissez. Imaginez un instant que la plupart d'entre nous sont sur une autoroute et roulent à 120, 130 km/h. Et bien sûr que vous contemplez le paysage. Vous pouvez contempler le paysage quand vous roulez sur l'autoroute. Moi, j'adorais prendre l'autoroute du Soleil à l'époque où je vivais en France et descendre dans le sud. Et puis j'arrivais du côté de la Provence, de Carcassonne et Montélimar, etc. Et j'adorais ces paysages. Maintenant, imaginez que vous pouvez les contempler, bien sûr. Mais quand vous allez marcher dans ces paysages, vous sortez de l'autoroute, vous sortez de votre voiture, vous n'êtes plus enfermé dans votre voiture, vous n'êtes plus à pleine vitesse, vous prenez le temps de ressentir tout ce qui se passe autour de vous.
Et la plupart d'entre nous vivons la vie comme si nous étions sur une autoroute. Et on en prend juste des miettes. On en prend des microparticules. Quand en ralentissant, on peut en saisir pleinement son intensité. On peut en saisir pleinement sa beauté, sa puissance. Et quand je prends conscience de cette abondance de vie, de cette puissance de vie, exactement comme cet exemple, soit que je vis ma vie sur l'autoroute ou soit je la vis à un rythme plus ralenti et je vais contempler et expérimenter véritablement m'immerger, alors la vie devient véritablement différente. Et je peux vous garantir qu'en faisant ce genre de pratique, comme Anna le disait, micro-pratique, un petit peu chaque jour, chaque heure, ne serait-ce que de vous souvenir à un instant, oh tiens, je me réinstalle, qu'est-ce que je ressens maintenant? Quelles sont les odeurs là où je suis? Et peu importe, il n'y a pas besoin de juger ces odeurs. Ressentez-les. Si cet épisode t'a inspiré, réponds à sa générosité en laissant une note de 5 étoiles et en le partageant à ton tour. Tag Harmonia pour que ce message touche encore plus de femmes prêtes elles aussi à réconcilier puissance et paix. Tu trouveras tous les liens pour rejoindre le mouvement des guerrières pacifiées dans la description de cet épisode. Merci pour ta présence, pour ton écoute et pour ton soutien.